J'y vais quand je veux, c'est ça? Ça y est, je peux y aller. Bon, ben, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne sont pas nombreux. Yann Doblet, je suis responsable grands projets territoriaux pour GRDF sur une maille Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt ouest. Voilà. Alors je vais vous parler de gaz vert et en particulier, puisqu'en fait on a fait une série gaz vert mardi, mercredi, jeudi. Sur les jours précédents, on a parlé de production et un peu de mécanisme d'achat de gaz vert. Donc là, l'idée, c'est pas de parler de production, mais de mécanisme d'achat de gaz vert. Et en particulier deux qui sont émergents, qui sont un peu nouveaux. Donc le BPA et l'ACC, c'est-à-dire Biogas Purchase Agreement et autoconsommation collective. Alors, peut-être pour ceux qui sont néophytes sur le gaz vert, un petit visuel d'introduction qui permet un peu d'expliquer concrètement comment on fait arriver du gaz vert depuis le producteur jusqu'au consommateur. C'est le schéma que vous voyez ici. Donc le principe, c'est qu'on produit du gaz vert. Ce gaz vert est injecté dans les réseaux de distribution de gaz naturel. Donc une fois qu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel, il est impossible physiquement de le différencier du gaz naturel. Il se mélange, et comme c'est exactement la même molécule, on ne peut pas le distinguer. Alors le système qui a été mis en place pour comptabiliser et pour consommer cette énergie renouvelable, c'est ce qu'on appelle les garanties d'origine, qui sont gérées dans un registre qu'on appelle le registre des garanties d'origine. Ce registre, il est géré par GRDF dans une délégation de service public de 5 ans et qui doit être renouvelé d'ici fin d'année. Donc dans son registre, on enregistre les garanties d'origine, donc qui ont une équivalence énergétique d'1 mégawattheure. Donc en clair, chaque mégawattheure produit par des producteurs de biométhane est enregistré dans ce registre et chaque consommation est déduite dans le registre. Donc à chaque fois qu'un consommateur consomme une garantie d'origine, elle est détruite pour éviter les doubles comptages. De la même manière, si elle n'est pas consommée, elle est détruite aussi, toujours pour la même raison. Voilà, donc c'est ce principe en fait qui permet de concrétiser la consommation de gaz vert. Voilà, alors la garantie d'origine, elle renseigne aussi sur le lieu de production. Donc chaque garantie d'origine, on lui accroche le lieu de production, le mégawattheure, et elle a une durée de vie de 12 mois. Voilà. C'est pour ça qu'elle est produite et détruite. Alors, bon, il existe, on pourrait dire, une constellation de dispositifs ou de mécanismes d'achat de gaz vert. Pour ceux qui étaient là mardi, on a présenté le contrat d'achat de gaz vert et le compte acheteur non fournisseur, qui sont sur cette matrice les deux dispositifs les plus matures. Donc on regarde la maturité des dispositifs selon deux critères. Le premier, c'est est-ce qu'ils sont encadrés réglementairement, et le deuxième, c'est est-ce qu'ils sont opérationnels. Est-ce que concrètement on peut les utiliser sur le terrain. Donc les deux premiers sont matures et ils sont couramment utilisés, sont les plus courants. Ces deux-là sont en émergence. Celui-ci est en émergence forte puisque voilà, on accompagne notamment des clients sur ce dispositif, le BPA, et l'autoconsommation collective étendue en gaz n'est pas encore tout à fait en émergence, même si on voit des acteurs qui se positionnent dessus, notamment des collectivités locales. Mais elle bénéficie d'un encadrement réglementaire qui nécessitera quand même quelques décrets encore d'application. Voilà, donc là je vous propose de regarder le Biogas Purchase Agreement et l'autoconsommation collective. Alors, le BPA, alors en français, c'est un contrat d'achat de long terme entre un producteur
de gaz vert, de biométhane, et un consommateur final. En principe, on passe par son fournisseur pour avoir un contrat de gaz vert. Là, l'idée, c'est de contractualiser directement avec un producteur sur une période assez longue. Vous avez peut-être entendu parler des PPA en électricité. Ça, c'est le pendant en gaz. Alors, qui est concerné? Tous les producteurs de biométhane qui n'ont pas recours aux tarifs d'achat subventionnés par les pouvoirs publics. Donc, ils ne bénéficient pas de subventions. Sinon, ils ne peuvent pas signer de BPA. Et les consommateurs, les entreprises, les industriels, les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Donc, actuellement, on accompagne la ville de Lyon sur ce dispositif, puisque son objectif, c'est de consommer 100% de gaz vert sur la totalité de son patrimoine. Sachant qu'aujourd'hui, elle en consomme 25%, dont l'hôtel de ville qui est à 100%. Et on ne voit toujours pas de fumée verte au-dessus, mais je vous confirme qu'elle consomme 100% de gaz vert. Voilà. Alors, l'encadrement réglementaire est très récent, puisque alors, il a été validé suite au projet de loi d'accélération des ENR le 24 janvier, et il a été publié au journal officiel le 10 mars dernier. Donc là, on a 3 éléments de l'encadrement réglementaire qui sont assez importants. Le premier concerne en fait l'obligation pour un producteur qui souhaite vendre son énergie à un consommateur final de disposer d'une autorisation de fourniture. C'est une autorisation qui demande au pouvoir public. Alors c'est important pour la suite, s'il ne dispose pas de cette autorisation, il est obligé d'avoir recours à un tiers. Lequel tiers peut être un autre producteur, et le plus souvent ce sera surtout un fournisseur. C'est ce qu'on verra dans le schéma que je vous présente après. Les deux volets réglementaires ici concernent la commande publique. Alors c'est assez important puisque ça n'existait pas jusqu'à présent. Désormais, les acteurs qui sont soumis à la commande publique vont pouvoir avoir recours à ce dispositif, puisque ce sont des contrats de long terme, et la commande publique n'avait pas accès à ces contrats de long terme précédemment. Et le deuxième volet concerne la non-obligation pour des collectivités locales de devenir propriétaire du site de production à l'issue du contrat. Parce que ça aussi, ça faisait partie des obligations de la commande publique. Donc voilà pour l'encadrement réglementaire. Pour le fonctionnement, alors là, je vous demande toute votre attention. C'est pas le moment de s'endormir. Alors, on commence gentiment. Donc vous avez bien un contrat entre un producteur et un consommateur qui embarque donc le prix de l'énergie, de la molécule, et puis les garanties d'origine. Ça s'ajoute. Donc là, vous avez essentiellement un flux financier et un flux contractuel. Évidemment, l'énergie, il faut l'acheminer. Donc le producteur contractualise avec le gestionnaire de réseau. Il paye un accès au réseau, évidemment. Et il contractualise et il transfère un flux d'énergie. Tout passe par le réseau, de toute façon. Et pareil pour le consommateur. Alors, le consommateur n'a pas forcément directement un contrat avec le distributeur, puisqu'il est le plus souvent embarqué dans le contrat de fourniture. Alors c'est là où, si le producteur n'a pas d'autorisation de vente de cette fourniture, on est obligé d'avoir dans ce schéma la présence d'un fournisseur. Le rôle de fournisseur, en fait, il va être essentiellement là en tant que prestataire de service pour facturer cette partie vers le consommateur. Mais son rôle, c'est uniquement la facturation, là, à ce stade-là. Alors, il va aussi avoir un rôle d'équilibrage du système, en particulier pour gérer
la production en fonction de si elle est plus importante ou moins importante que ce qui est fixé dans le contrat. Donc là, il y a deux possibilités. Soit le producteur produit plus que ce qui est contractualisé avec le consommateur, et dans ce cas-là, il a recours au fournisseur qui, lui, va aller vendre ce surplus sur le marché. Soit c'est l'inverse, le producteur produit moins que ce que le consommateur a contractualisé, et il va avoir la même démarche, mais dans l'autre sens. Il ira chercher sur le marché la partie que le producteur ne lui aura pas fournie. Ça vous paraît compliqué, hein? C'est pas simple, mais ça se fait. Hein. Mais vous dormez toujours pas, donc ça va. Voilà. Alors, la difficulté ne s'arrête pas là. Donc, finalement, l'enjeu pour un consommateur, on se place du point de vue d'un consommateur, c'est de trouver un producteur avec qui contractualiser. Sachant qu'aujourd'hui, des producteurs, des nouveaux producteurs, il n'y en a pas. Alors, il y en a beaucoup en ce moment qui se raccordent, mais ils ont déjà contractualisé. Donc, on a plusieurs possibilités. Il y a les producteurs qui sont déjà en contrat d'achat, donc ils ont un contrat de 15 ans. Celui qui arrive le premier à terme de son contrat, il arrivera à terme en 2028. Donc on peut se préparer aujourd'hui pour 2028 par exemple, mais c'est un petit peu loin. Donc ce n'est pas forcément le plus accessible. La deuxième possibilité, ce sont les nouveaux producteurs. Donc voilà, ceux qui vont injecter bientôt et qui cherchent à vendre leur production. Ceux-là sont des potentiels de contrats. Et puis il y a, peut-être que vous connaissez ça, c'est les producteurs qui utilisent du biogaz pour faire fonctionner une cogénération qui elle-même produit de l'électricité et de la chaleur. Et cette électricité est revendue sur le réseau de distribution d'électricité dans un contrat d'achat. Et pour le coup, ça a commencé bien avant l'injection de biométhane. Donc il y a des contrats aujourd'hui qui arrivent à terme et qui sont dans ce cadre-là. Alors, s'ils veulent injecter sur le réseau et vendre leur énergie, ils vont être obligés d'aller chercher des contrats avec des acteurs privés ou publics, mais en tout cas, ils ne pourront plus bénéficier du tarif d'achat. C'est pour ça que c'est une piste aussi intéressante. Alors, il y a une quatrième piste. Celle-ci, elle consiste plutôt à s'adresser à un fournisseur. Le principe, c'est de dire, un fournisseur, il a acheté beaucoup de biométhane à un ensemble de producteurs. Et ces producteurs, ils produisent une quantité variable. Et parfois, ils produisent plus que la quantité demandée. Donc l'idée, là, c'est d'aller contractualiser avec un fournisseur sur l'ensemble des quantités supérieures à celle qui est contractualisée, pour dire, je vais faire un contrat de long terme sur cette partie en dépassement. C'est pour ça qu'on appelle ça le dépassement de Cmax. Alors c'est a priori la piste la plus rapide à mettre en œuvre, en tout cas la plus accessible, même si ce n'est pas forcément celle que je conseillerais. Donc voilà, donc l'intérêt globalement de ce type de contrat, c'est d'avoir d'abord un approvisionnement sur du long terme. Alors les collectivités locales s'intéressent beaucoup à ce principe, les grosses entreprises aussi, pour les raisons que vous connaissez certainement, puisque suite à la crise énergétique, on a vu que le prix du gaz, globalement, était très fluctuant et pouvait atteindre des niveaux assez élevés. Même si aujourd'hui, il est assez bas, on anticipe plutôt une remontée du prix, notamment quand la Chine va recommencer à consommer. D'ailleurs, si vous voulez acheter du gaz, je vous conseille de le faire maintenant. Voilà, donc c'est intéressant parce que le fait que ce soit sur du long terme, ça fixe un prix, alors plus ou moins indexé évidemment, et on n'est pas soumis aux fluctuations du marché. Donc on a une visibilité sur toute la durée du contrat. Voilà. Pour les industriels, c'est intéressant aussi puisqu'ils peuvent utiliser les garanties d'origine
de ces contrats pour décarboner leur consommation, notamment dans le cadre des ETS, c'est-à-dire les obligations de quota carbone. Certains industriels, plutôt les gros industriels, sont soumis aux quotas carbone. Ils doivent acheter des quotas carbone pour décarboner leur consommation. Les garanties d'origine de ces contrats sont éligibles à ces quotas. Donc ça leur fait moins à acheter et du coup une économie de quotas carbone. Dans les bonnes pratiques qu'on a identifiées, la première c'est d'associer un fournisseur à l'opération. Ce sera difficile pour un producteur de jouer un rôle de fournisseur. Ce n'est pas son métier et il mettrait un temps d'apprentissage beaucoup trop long. Et puis c'est peut-être pour rechercher des producteurs, l'idée c'est de lancer des consultations ou des pré-consultations. C'est notamment ce qu'a fait le SIAP, le syndicat de gestion de l'eau parisien, qui vend toute sa production qui est faite par production de biogaz en steppe et qui a lancé une consultation à un AMI pour aller chercher des consommateurs. Donc il a fixé des critères dans sa consultation et maintenant il attend les réponses. Ça devrait en principe être le premier vrai BPA en France, puisqu'il n'y en a pas encore aujourd'hui. Alors dans le cadre de la commande publique, il y a un dispositif qui existe, qui s'appelle le sourcing, qui permet aussi en amont d'aller rechercher ce type d'acteurs. Le conseil ici, c'est quand même plutôt d'abord d'aller chercher des producteurs avant d'aller chercher un fournisseur. Pour une raison assez simple, c'est que si vous contractualisez directement avec le producteur, vous n'aurez peut-être pas la marge du fournisseur, en plus dans le prix. Voilà, c'est pas forcément évident de rechercher un producteur, mais c'est quand même la bonne pratique. L'idéal, c'est de travailler avec une compétence juridique, financière, réglementaire, puisque ce sont des contrats assez nouveaux. Et bon, si on n'est pas un spécialiste juridique, c'est compliqué de s'embarquer tout seul dans cette aventure-là. Bon, en tout cas, c'est les pratiques qu'on constate. Alors, si on regarde un peu au niveau des prix, en fonction des différentes typologies de producteurs à qui on a affaire, on va avoir des fourchettes de prix qui sont variables. On se dit que globalement, c'est entre 100 et 120 euros du mégawattheure. Elle est 17 déjà. Voilà. Pour les installations de déchets non dangereux, c'est le prix le moins élevé qu'on trouve. Les durées contractuelles sont variables. Ça peut aller 5 à 15 ans. Et il faut un certain temps pour mettre en place ce type de contrat. Je vais avoir dépassé le temps. Voilà. Alors, si on compare au prix aujourd'hui du mégawattheure, c'est élevé, puisqu'on est à 40 euros du mégawattheure aujourd'hui, le prix du gaz naturel. Donc voilà, on a une fourchette plus haute ici. Mais on a vu le prix du gaz naturel à 200 euros du mégawattheure. Quand il est à ce prix-là, ça devient plus intéressant. Et il aura forcément tendance à remonter en fonction de l'actualité du marché, notamment ce que va faire la Chine. Alors, puisqu'il ne me reste plus que 2 minutes, un autre dispositif qui est vraiment là à l'état d'étude, même s'il a un encadrement réglementaire, il ne bénéficie pas encore de toutes les dispositions. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, parce que ça existe beaucoup sur l'électricité, notamment pour le photovoltaïque. Le principe, en fait, de ce dispositif, c'est de réunir dans un même collectif producteurs et consommateurs. Alors, il faut que ce soit sur une maille géographique raisonnable. C'est un point qui n'est pas encore acté réglementairement, mais on y travaille. Donc, vous avez, pour gérer ce collectif, vous avez ce qu'on appelle au milieu une personne morale organisatrice. C'est elle qui va faire le lien entre ce que produit le producteur et ce que chacun des consommateurs va consommer. Cette information, la personne morale la délivre au distributeur,
pour que lui puisse ensuite transférer ces informations au fournisseur. Il y a de fortes chances pour que la production et la consommation ne soient pas exactement égales. Donc il faut compléter pour chacun des fournisseurs, des consommateurs, pardon, il faut compléter pour chacun des consommateurs l'énergie qui ne vient pas de cette production. Donc le consommateur aura forcément un contrat avec un fournisseur. Et pareil, peut-être qu'à certains moments, la production sera supérieure à ce qui est consommé. Donc il faudra un acteur qu'on appelle un responsable d'équilibre. Alors en gaz, on parle plus d'expéditeur d'équilibre, enfin, ça revient au même, peu importe, qui viendra récupérer cette énergie pour la vendre sur le marché. Voilà, alors il y a aujourd'hui, pour l'instant, assez peu de collectivités locales qui s'y intéressent, mais il y en a quelques-unes. La plus proche que je connaisse, c'est la métropole de Lyon, qui va prochainement produire du gaz vert à partir de la steppe de Pierre-Bénite et qui recherche à flécher cette production vers des consommateurs locaux. Donc on l'accompagne dans le cadre de ce projet. Voilà, vous voyez, on accompagne la ville de Lyon, la métropole, très local. Voilà, avec des dispositifs innovants. Voilà, j'ai dépassé d'1 minute. Merci. Alors peut-être que vous avez des questions. Ah. Bonjour. Bonjour. Avec le développement de la filière tel que prévu dans le PPE, est-ce que vous prévoyez des économies d'échelle et des coûts des BPA en baisse dans les mois ou années à venir? Alors le coût du BPA, en fait, il est lié au coût de production du producteur. Pour l'instant, les économies d'échelle, on ne les voit pas encore. La programmation pluriannuelle de l'énergie, elle nous donnera des informations au deuxième semestre de cette année. Mais globalement, la filière a prévu des économies d'échelle. Alors, à terme, on devrait normalement avoir un gaz vert aux alentours de 60 € du mégawattheure. Enfin, on n'y est pas encore. Ça, c'est l'objectif. Et en ce moment, les économies d'échelle sont un peu mises à mal avec l'inflation et la disponibilité des matières premières pour construire les projets de biométhane. Au point que les pouvoirs publics ont intégré un coefficient qui tient compte d'une part d'inflation dans la production des projets. Donc ça, je ne sais pas à quel horizon, mais c'est la tendance, puisque la filière se professionnalise aussi. Là, on voit des ensembliers qui proposent des kits de plus en plus, mais pour l'instant, on est un peu sur un plafond, enfin un plancher plutôt, en dessous duquel on a un peu du mal à descendre, mais c'est l'avenir. Bonjour. Par rapport aux producteurs de gaz vert, alors vous en avez peut-être parlé mardi, j'en sais rien, j'étais pas là. Est-ce qu'il y a un effet de taille? Je pense au monde agricole qui n'a pas l'air de s'y mettre très très vite là. Voilà. Par rapport à quoi l'effet de taille? Le maillage, un méthaniseur, un agriculteur qui a, je sais pas, 150 hectares de céréales, est-ce qu'il peut se lancer ou est-ce qu'il faut se mettre à 15, 20, voilà. Alors ça, je ne saurais pas répondre à cette question, mais il y a bien un effet de taille, effectivement, qu'on calcule plutôt en tonnes d'intrants ou de déchets, comme on veut. Ce qu'on peut dire, c'est que la plus petite échelle qu'on trouve, c'est entre 4 et 8 000 tonnes de déchets par an, pour une production entre 5 et 9 gigawattheures. Voilà, donc au-dessus, c'est proportionnel à peu près. Donc forcément, il y a un effet de taille et d'intrants disponible. Mais ça fait partie de la première étude à réaliser. Donc à chaque fois qu'il y a une idée de production de biométhane, la première étude à faire, c'est d'évaluer le potentiel de déchets méthanisables.
Mais comme je ne suis pas le spécialiste de la production, je ne pourrais pas vous répondre précisément sur... et ça, on pourra vous donner les informations. De toute façon, on vous transmet les présentations hein, par mail. Condition que vous ayez rempli le petit papier qu'on vous fait passer. Christelle pour qu'on puisse vous envoyer les présentations. Vous aurez nos coordonnées, voilà, et vous pourrez nous poser toutes les questions plus techniques et on vous donnera des précisions plus importantes. S'il n'y a pas d'autres questions... Je vous ai pas endormi, c'est déjà pas mal. Hein. C'est bon, pour moi. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin.